merci d'être présent à cette 6e commémoration ici de la Nuit de Cristal, 81e anniversaire. Vous savez que l'an dernier, on avait fait, à l'occasion du 80e anniversaire, on avait fait une initiative particulière avec la conférence à la mairie du 4e, qui est en ligne, vous pouvez regarder, grâce à Bernard-Henri Beccarelli, qui nous fait le grand honneur de filmer la conférence et puis la cérémonie l'an dernier, et qui est là encore aujourd'hui. Merci. Et on le remercie tout particulièrement. Vraiment, merci Bernard. Cette année, nos regards sont tournés vers 2 pays, en dehors de la France bien sûr. D'abord vers l'Allemagne et vers Halle. Halle, c'est une petite ville en Allemagne dite de l'Est, là où il y a un mois, jour pour jour, le 9 octobre dernier, je ne sais pas, nous ne savons pas à ce stade si tout ceci était calculé. Un néo-nazi nommé, j'ai oublié son nom, Beilet, a attaqué lors de la fête de Yom Kippour, la grande fête juive, a attaqué la synagogue de Halle. Il avait pour projet de massacrer le maximum de personnes. Parce que non seulement il a attaqué la synagogue, mais il s'est filmé sur Internet, sur une plateforme qui s'appelle Witch, ou je ne sais pas comment, dans lequel il dit « Tout ce qui vient de mal dans le monde vient des Juifs, et donc je vais en massacrer le maximum », qui est exactement les termes qu'avait utilisé Robert Bowers, celui qui a attaqué la synagogue de Pittsburgh il y a un an, à peu près à la même date, et qui lui avait attaqué les Juifs qui étaient là en disant « Vous êtes coupables parce que c'est vous qui faites venir les immigrés aux États-Unis ». Il avait attaqué particulièrement une organisation qui s'appelle Hayas, une organisation d'aide très ancienne comme l'OSE un peu, qui aidait les immigrants juifs et qui maintenant s'est reconverti dans l'aide à tous les migrants. Et il a dit, c'est vous qui faites venir les migrants, donc je vous massacre. Donc ce type à Halle n'a pas réussi à entrer dans la synagogue, elle était simplement fermée, il n'y avait pas de garde, hélas, et elle était simplement fermée, il n'a pas réussi à entrer. Drôle de type. Et donc, du coup, il a tué 2 personnes, une personne devant un kebab turc, et une autre personne, une passante dans la rue. Ce qu'il ne savait peut-être pas, ou qu'il savait au contraire, c'est que la synagogue de Halle qu'il a attaquée a été brûlée et détruite pendant la nuit de cristal. Le 10 novembre 1938, la synagogue de Halle, qui existait déjà, Halle est une ville assez connue en Allemagne, il y a eu des congrès, du mouvement ouvrier, etc., a été attaquée par les SA et les SS, complètement détruite, et il y a eu 200 juifs de Halle qui ont été envoyés à Buchenwald, qui était donc à ses tout débuts. 81 ans plus tard, ce néo-nazi a parcouru ce même, je dirais, trajet, en tout cas métaphorique, pour aller attaquer cette synagogue dans le but de tuer le maximum de juifs. Heureusement qu'il n'a pas réussi à y entrer parce qu'il aurait tué plusieurs dizaines de personnes, il y avait 70 à 80 personnes. Il a choisi la fête de Kippour, d'une part pour être sûr qu'il y ait le maximum de monde, mais aussi, là aussi je pense qu'il était dans la tradition nazie. Les nazis adoraient, prenaient soin aux dates. Le ghetto de Varsovie, en octobre 40, a été établi le jour qui correspondait à l'époque, en 1940, à Kippour. Le début des déportations en juillet 1942 du ghetto de Varsovie correspondait à la date anniversaire de la destruction du temple de Jérusalem, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. Ils adoraient montrer qu'ils connaissaient bien les dates juives et qu'ils détruisaient tout cela. Et donc, il a choisi cette date de Kippour. Deuxième coup de chance,
en dehors du fait qu'il n'a pas réussi à entrer, c'est que manifestement, il ne maniait pas bien les armes. Puisque le type qui a été son supérieur dans l'armée, c'est un ancien militaire, hein, ce Byleth, a dit qu'il était très étonné parce qu'il avait appris le maniement d'un tas d'armes lors de son service militaire, et que c'était la première fois que lui, en tant que supérieur, se réjouissait que le maniement des armes n'ait pas été très efficace, l'apprentissage. En Allemagne, il y a une situation aujourd'hui particulièrement difficile. Vous le savez, dans l'État, l'attentat de Halle, c'est dans l'État du Saxe-Anstalt. Dans l'État voisin, quelques jours plus tard, 15 jours plus tard, le parti AfD a fait un score de 27%. Mais ce n'est pas juste l'AfD qu'on connaît, parti d'extrême droite, anti-migrants, etc. C'est un parti qui, dans cette région d'Allemagne, est dirigé par l'aile la plus radicale de l'AfD, qu'on appelle der Flügel, l'aile. Et cette aile est dirigée par un type qui s'appelle Björn Höcke, qui vient d'être élu donc au Parlement de Saxe-Anstalt, et qui va peut-être être le dirigeant de l'AfD lors de son prochain congrès. Et c'est un type qui est un négationniste, un antisémite. C'est lui qui a dit que l'Allemagne était le seul pays qui avait érigé un mémorial de la honte en plein cœur de sa capitale, avec le mémorial de la Shoah qui existe à Berlin. Donc, il y a une situation difficile. Il y a le troisième et dernier point sur l'Allemagne, parce que nos regards sont tournés quand même vers là, comme symbole de la montée de l'extrême droite en Europe. C'est qu'il y a des menaces très importantes contre des élus. Vous avez vu qu'il y avait un type de la CDU Lubke, qui a été tué il y a quelques mois par un néo-nazi. La candidate, celle qui a été élue maire de Cologne, avait été poignardée, toujours pour des histoires sur les migrants. Ils étaient trop favorables aux migrants, ces gens-là. Et maintenant, il y a une vague de menaces très importantes contre des élus au Parlement. Notamment 2 élus écologistes, Cem Özdemir, qui est d'origine turque, qui est déjà menacé par le régime Erdogan parce qu'il a voté pour la reconnaissance du génocide arménien, et qui maintenant est menacé par l'extrême droite sous la forme de l'aide de menace d'un groupe qui s'appelle Atomwaffen. C'est un groupe qui a été fondé aux États-Unis, d'extrême droite, très violent, et qui a comme spécialité de demander à ses membres d'aller se former dans l'armée et de recruter des anciens militaires. Un de leurs membres s'est vanté, a été présent et s'en est vanté à Charlottesville en août, il y a 2-3 ans, quand il y a eu la mort de Hitler, bref, dans les incidents de Charlottesville, suite auxquels Trump avait dit qu'il y avait des gens bien des deux côtés et des gens mauvais des deux côtés. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'inquiétant en Allemagne, surtout qu'en Allemagne, c'est pas de la blague. Il y a quand même eu le groupe NSU, le groupe d'extrême droite NSU, qui a tué 9 personnes, essentiellement migrants turcs et d'origine grecque, une espèce de groupe clandestin, mais qui a été découvert seulement au bout de 10 ans, et qui manifestement avait des liens dans la police et dans les forces armées. Bien, mais c'est pas parce que c'est l'Allemagne seulement, c'est parce que ça symbolise une certaine radicalisation à l'extrême droite qui existe aussi dans notre pays, comme on le sait avec la mosquée de Bayonne qui a été attaquée il y a quelques semaines par un type qui était candidat du Front National, Claude Cinquet, qui était candidat du Front National lors des élections de 2015. Notre deuxième point, et je vais essayer de m'interroger sur ce deuxième point, c'est l'Italie. En Italie aussi, il y a une radicalisation et un problème important. Il y a une sénatrice, Liliana Segre, qui a été nommée sénatrice à vie, comme le permet la loi italienne pour des gens qui ont rendu des services particuliers à la patrie. C'est une survivante de la Shoah et de la déportation à Auschwitz. Elle est donc sénatrice à vie,
elle reçoit tous les jours 200 à 300 messages de menaces. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Des menaces parce qu'elle s'est déclarée favorable à l'accueil des migrants. Donc on retrouve ce qui a existé à Pittsburgh et ailleurs, les Juifs comme élément de décomposition et qu'on attaque parce qu'ils sont favorables aux migrants. Et vous savez comme moi à quel point George Soros est considéré par toute l'extrême droite et une partie de la droite, et par valeurs actuelles, comme l'homme qui manipule la migration à travers tout le monde entier. Et même par Netanyahou. Il est considéré comme ça. Et donc, c'est la vérité. Et donc, en Italie, cette Liliana Segre a proposé au Sénat une résolution pour créer une commission parlementaire d'enquête sur le racisme, l'antisémitisme et tout ce qui allait autour de cela. Cette résolution a été votée, mais toute la droite italienne, le parti de Berlusconi, la Ligue de Salvini et le parti dit post-fasciste Fratelli d'Italia, les frères d'Italie, de Meloni, ont voté contre au prétexte qu'avec une telle commission d'enquête, la liberté d'expression de ces différents partis serait mise en cause, notamment celle du parti Fratelli d'Italia, en disant s'il y a ça, d'emblée on ne pourra plus s'exprimer, puisque le principe de leur propagande est d'être raciste et xénophobe. Et donc on a une situation vraiment assez inquiétante dans ce pays de radicalisation. Et donc aujourd'hui, quand on se réunit dans le froid, comme toujours, malgré le fait que c'est 2 jours, il fait quand même toujours froid. Donc quand on se réunit pour commémorer, penser, réfléchir à la nuit de cristal qui commençait à se dérouler il y a 81 ans, jour pour jour, on se dit que les événements en Europe vont assez vite, hélas, et posent de graves problèmes et doivent nous inciter à être encore plus actifs. Bien sûr, chacun va dire, regardez ce qu'on est ici, on n'est pas très nombreux, c'est un fait, mais il y a d'autres mobilisations, il y a d'autres échéances, il y a d'autres combats, et en tout cas, nous, pour notre part, Mémorial 98, nos amis du collectif Van, nos amis de Ibuka et tous les autres qu'on remercie d'être là, les amis de la Ligue des droits de l'homme, les amis de l'association du Fonds Mémoire d'Auschwitz et d'autres que j'ai peut-être oubliés. En tout cas, on maintient tout à fait cette mémoire et ce combat antifasciste contre l'antisémitisme, contre tous les racismes, incluant l'islamophobie. Je n'ai pas peur de le dire. Il ne s'agit pas ici de lancer un débat sur comment, qui, pourquoi, mais on ne peut pas laisser passer quelque chose comme l'attaque d'une mosquée à Bayonne, dans laquelle le type voulait tuer. Il prétend qu'il voulait juste venger l'incendie de Notre-Dame commis par les musulmans, comme l'incendie du Reichstag qui a été commis par les communistes, mais qui était quand même armé, lourdement armé, et qui a tiré sur les gens. Il ne voulait pas faire de mal, mais il a tiré sur les gens. Bien. Et donc, voilà pourquoi on est là aujourd'hui, et pourquoi on sera toujours là, ici, à la date du 9 novembre. Merci à tous, et on continue. Je vous rappelle comment ça se déroule. La prise de parole de Mémorial 98, la prise de parole du collectif Van, d'Alita, et la prise de parole de Marcel Cabanda, de Ibuka, association de rescapés du génocide des Tutsis, la prise de parole de la Ligue des droits de l'homme, la prise de parole d'Alarma, et la prise de parole de Nadia, qui est une des historiques de ce rassemblement, à laquelle je salue tout particulièrement. Et après, chacun d'entre nous pourra dire ce qu'il a à dire, on pourra discuter et puis se retrouver éventuellement dans un lieu plus chaud.
Et peut-être qu'entre-temps, la Sono sera arrivée. C'est un honneur pour moi de représenter ici le collectif VAN, aux côtés des autres associations invitées, et de pouvoir prononcer ces quelques mots. Approchez-vous. C'est ce que je peux, mais... Entourez-la. Oui, Antoine. Et de pouvoir prononcer ces quelques mots en hommage aux victimes de la nuit de cristal, à celles qui les ont précédées et aux millions qui les ont suivies, mais aussi en hommage à la solidarité que vous, amis juifs, avez témoigné et témoignez aujourd'hui encore aux victimes des autres génocides ou à leurs descendants, dont certains sont ici autour de vous. Ils vous comprennent car les autres génocides, bien souvent, ont connu des étapes comparables. On commence par singulariser, puis isoler avec des mots. On fait d'un groupe minoritaire un bouc émissaire accusé de tondre la laine sur le dos de la majorité, de l'exploiter, de la tromper, d'être une cinquième colonne au service de l'étranger. On attend le prétexte qui sera l'étincelle et qui ne tarde pas à se produire. Un attentat ou un pseudo-attentat. Et puis, on désarme des gens déjà largement sans défense pour être sûr qu'il n'y ait pas une seule perte chez les massacreurs. Et ensuite, on lance des foules chauffées à blanc à l'assaut pour casser, brûler, terroriser, violer, tuer et piller, car il s'agit de se dédommager en volant les victimes qui, plus tard, seront accusées d'être coupables d'avoir elles-mêmes causé les crimes qui les ont éliminées. Et cela se passe sans que rien ni personne ne tente d'y faire obstacle, ni la police censée protéger tous les citoyens, ni les puissances étrangères. Aucun des beaux principes enseignés aux enfants ne vient freiner l'élan meurtrier, ni les injonctions à ne pas tuer ou voler, ni le fait qu'on ne s'attaque pas à plus faible que soi, ou en s'y mettant à 10 contre 1, ou avec des armes quand l'autre n'en a pas. Au contraire, la foule déchaînée est poussée par les autorités à s'en prendre à ce qui est le plus fragile. Les vitrines, les fenêtres, les livres, les lieux de culte et de culture, et les corps des vieillards, des jeunes filles, des femmes, des enfants, des bébés. Ce faisant, la masse haineuse se construit une identité qu'elle croit plus forte, plus glorieuse. Dans un renversement de valeurs, le blason de l'honneur se trouve redoré par la destruction de l'autre et de ce qu'il a créé ou acquis. Tout ce processus s'est déployé lors du prélude à la Shoah qu'a été la nuit de cristal. Et c'est parce que les Arméniens ont connu des programmes comparables en Turquie ottomane ou plus récemment qu'ils en ressentent l'effroi avec vous. J'en reviens donc tout naturellement à la solidarité qui nous rassemble cet après-midi, tous ceux qui sont présents à l'invitation de Mémorial 98. Mardi 29 octobre, comme vous le savez sans doute, la Chambre des représentants du Congrès américain a voté presque à l'unanimité une résolution transpartisane reconnaissant le génocide des Arméniens et demandant l'enseignement de celui-ci dans les écoles. Certes, il y a une part de réel politique dans ce vote, qui est une réponse aux folies brutales d'Erdogan contre les Kurdes de Syrie et face au mépris dont il fait preuve envers les États-Unis, mais quoique non contraignante, cette résolution historique est très importante. Dans la foulée, en Israël, se sont fait entendre de nouvelles demandes adressées à la Knesset pour qu'elle suive l'exemple américain. Eh bien, sans la solidarité et la persévérance de représentants juifs américains, démocrates et républicains, qui soutiennent les Arméniens depuis des décennies, sans la solidarité plus récente des associations juives américaines, il n'est vraiment pas certain que ce vote historique ait eu lieu. Ce n'est pas une découverte, l'union fait la force. La solidarité, l'empathie, la compréhension mutuelle qui découle d'expériences similaires, parmi lesquelles celles des discours de déni, de relativisation ou de minimisation, nous rendent plus forts, moralement, mais également intellectuellement, car nous apprenons les uns des autres, y compris à devenir ce que les anglophones appellent élégamment des shit detectors. Shit detectors, c'est-à-dire des détecteurs de merde, c'est-à-dire que nous, on a une sensibilité particulière quand il y a un mot ou deux qui sont limites, nous, on arrive à les repérer, là où d'autres disent « Ah bon, qu'est-ce qu'il y a ?»
En posant que nous sommes le gardien de mon frère, nous nous révélons tout à la fois plus humains et plus efficaces. Car quand des non-juifs défendent les juifs, quand des non-tutsis défendent la cause des tutsis, quand des non-arméniens défendent celle des Arméniens et des autres victimes des Ottomans, l'efficacité est décuplée. Ce n'est pas rien. Surtout, ce qui n'est pas rien, c'est de ne plus se sentir seul. Tandis que nous nous recueillons en repensant à cet épisode d'horreur qui porte ironiquement le nom poétique de Kristallnacht, j'espère que nous parvenons, chers amis juifs, à vous faire sentir très fort que non, vous n'êtes pas seuls. Au nom du collectif Vannes, je vous remercie. Merci Albert pour ta constance, même quand il fait froid, pour ta détermination à... Rapprochez-vous un Approche-toi, peu. plutôt. Alors, je vais essayer de parler plus fort, mais essayez aussi de vous rapprocher de moi. On a parlé de solidarité, donc la solidarité signifie proximité. Bon. Je vous remercie en tout cas, parce que... Et puis, vous allez me le rappeler chaque fois que j'aurai baissé la voix. Voilà. Alors, oui, je suis ici sans papier, sans rien. Parce que je ne sais pas quoi écrire dans de telles circonstances. Je ne sais pas vraiment quoi écrire. Alors, nous venons d'entendre deux mots qui, l'un décrit un peu tout ce qui se passe avant le processus même de mise à mort des gens. En fait, on se rend compte que les victimes meurent avant même qu'on ne leur ait donné le coup fatal. Elle meurt avant. Dans les mots, dans la campagne, dans la propagande, dans la déshumanisation qui les accable de toutes les injures, de toutes les accusations. Elle meurt pendant ces moments qui précèdent la mise à mort. Donc, on le sait. On le sait. Si on ne prévient pas, si on ne fait rien pour que les gens ne meurent pas, ce n'est pas qu'on l'ignore, c'est que je dirais on s'en fiche. En 1938, oui, on a su, après la nuit de cristal, qu'il y avait une volonté, il y avait une force, il y avait vis-à-vis des populations juives, en tout cas, ils n'étaient plus considérés comme des citoyens, comme tous les citoyens. Ils n'avaient plus le droit d'exister, ils n'avaient plus le droit de travailler, ils n'avaient plus le droit de vivre. Ils perdaient au nom de par la loi même qui devait les protéger. Cette loi même autorisait leur mise à mort. Alors, cela fait une semaine maintenant que j'entends dans les actualités allemandes, en tout cas, et ici d'ailleurs aussi, qu'on célèbre le trentenaire de la chute du mur de Berlin. Je me suis demandé, tout à l'heure, quelqu'un a parlé des dates. Bon, oui, mais c'est peut-être un hasard qu'il soit tombé le 9 novembre. Mais en tout cas, je me suis demandé ce matin si, au moment de célébrer le trentenaire, je continue de dire le centenaire, le trentenaire de la chute du mur de Berlin, ce qui est un grand événement par ailleurs, je ne vais pas... si pendant ces célébrations, quelqu'un pouvait aussi se rappeler qu'il y a eu un 9 novembre, en 1938, qui a signifié autre chose. Ou si un événement venait comme par enchantement, comme si une mémoire, par enchantement, pouvait arriver, pouvait finir par effacer une ordre. Et c'est peut-être pour ça que nous sommes ici, non pas pour oublier ce qui s'est passé il y a 30 ans entre les deux parties de la ville de Berlin, mais pour savoir que, au fond, tout ça, c'est les conséquences du nazisme qui lui-même avait produit la nuit de cristal, mais c'est aussi ça qui a séparé, qui a coupé en deux cette Allemagne à la fin. Donc, toutes ces radicalisations que Albert tu as citées, en Allemagne, en France, en Italie, etc., au fond, c'est le délitement d'un monde dans lequel il pourrait y avoir des boucs émissaires. Et ça pourrait être les mêmes.
toujours les mêmes. Ceux-là dont on dit qu'au fond, ils sont en train de conquérir le monde. Ce n'est pas que c'est à cause d'elles, alors même qu'ils sont victimes, c'est elles qui vont payer les pots cassés. Donc, notre présence ici, du coup, aujourd'hui, prend un sens important. Nous sommes ici, ou je suis ici, pour vous témoigner de la solidarité des Tutsis victimes du génocide des Tutsis à votre égard. Je suis ici pour vous témoigner de notre solidarité, mais aussi pour vous remercier de la solidarité avec laquelle vous nous avez accueillis et que vous nous manifestez à chaque moment des commémorations ou à chaque moment que nous avons besoin de cette solidarité. Mais aussi... c'est normal. Oui. C'est normal, merci. Mais c'est normal, mais c'est justement la norme. Le génocide, c'est quand la norme elle est violée. Nous sommes ici pour rappeler qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Ce n'est pas normal que nous soyons ici si peu nombreux. C'est pas normal, mais c'est normal que nous puissions accepter d'affronter le froid parce qu'il y a eu des gens qui ont affronté la haine. Et nous devons les garder en mémoire. En tout cas, merci Albert pour ta constance. L'année prochaine, nous serons encore là et nous espérons que nous serons plus nombreux. Merci. Bonsoir à tous. Donc effectivement, quelques mots au nom du président de la Ligue des droits de l'homme et de la Ligue des droits de l'homme sur un événement qu'il convient de se remettre en mémoire et sur lequel il est important de réfléchir. Cette nuit de cristal, elle est passée inaperçue à l'époque, ou du moins de manière complètement, elle a eu des échos complètement disproportionnés avec son importance réelle en 1938. Donc, comment c'était possible qu'un événement passe à l'as comme ça, soit complètement zappé, complètement... ne fasse pas les gros titres de la presse, devienne un entrefilet, alors que c'était gravissime. Et ça montrait la dangerosité du nazisme et ce à quoi il pouvait conduire. Voilà. Et donc c'est passé inaperçu. Donc il y a quelque chose qui doit nous amener à réfléchir. Et en cela, je trouve que il y a notamment un phénomène qui a joué à l'époque, qui a été un élément qui est venu occulter et invisibiliser ce début raciste, antisémite et gravissime du nazisme, c'est la mémoire, en l'occurrence, de la Première Guerre mondiale et le risque de guerre. Donc les Juifs de France, de la part d'une partie de l'opinion, n'étaient pas responsables de l'immigration, quoique c'était possible que cet argument soit émis, mais ils étaient en tout cas des pouces à la guerre, des pouces à la guerre contre Hitler. On ne va pas refaire une nouvelle guerre avec l'Allemagne. C'est pas parce que Hitler est au pouvoir qu'on va lui faire la guerre. On a vu ce que c'était, c'est l'horreur absolue. Et on ne va pas recommencer. C'était très présent dans la société française, dans la gauche française aussi, et parmi le monde des anciens combattants, qui ont été l'une des bases sociales du pétainisme ensuite, hein, et du fameux poignée de main avec Hitler et tout ça. Donc, et pourtant, la guerre, c'est vrai que c'était l'horreur. La Première Guerre mondiale était l'horreur. Je pense par exemple à un écrivain qui est très symptomatique de cette réaction. On vient d'ailleurs de lui consacrer un ouvrage, Jean Giono, un ouvrage qui a un prix là récemment. Giono est un ancien combattant de la guerre de 14-18 et il s'est retrouvé en mai 17 parmi les régiments insubordonnés, etc. Il l'a raconté plus tard. Et il avait cette impression que la guerre, c'était plus jamais ça. C'est l'horreur absolue. Donc, en 1939, qu'est-ce qu'il dit en 1939? On ne va pas faire la guerre à Hitler. Je vais aller le voir, il dit même.
il y a des gens qui lui proposent de servir d'intermédiaire, on va se mettre autour d'une table, Hitler va être là, et puis il va nous dire, bon ok, tape là, on ne fait pas la guerre. Bon, c'est complètement illusoire, mais c'est quand même un déni de réalité que quelqu'un d'intelligent, et grand écrivain en l'occurrence, pouvait commettre. Alors j'en viens à cette idée que penser les risques de génocide, de massacre, de répression xénophobe, etc., dont l'antisémitisme, qui est vraiment un truc particulier à l'Europe, parce que c'est très ancien, c'est multiséculaire, les racines sont très profondes, et pour le déraciner, c'est un travail permanent. On croyait être venu à bout, en être venu à bout, et puis ça recommence sous des formes nouvelles. Donc, pour arriver à bout de ce genre de phénomène, il faut penser aussi la complexité des menaces, des émotions. Il faut gérer les émotions collectives. La guerre, par exemple, de 14 était l'horreur, d'accord, mais s'il fallait en faire une, parce qu'il y avait une autre horreur encore plus grave qui se profilait à l'horizon, eh bien, il fallait l'envisager aussi dans ces années Munich, hein, Munich et les années qui ont suivi, etc. Bon, un ami qui est décédé maintenant, qui avait été justement un des dirigeants de la Ligue des droits de l'homme, après avoir été résistant, bon, je passe sur sa biographie, mais elle me semble admirable, eh bien, disait, le drame de ma génération, c'est d'avoir dû conjuguer ces deux périls, la guerre, horreur, et puis le nazisme, autre horreur, qui devait à un moment être pensée spécifique. Voilà, alors j'en viens à, juste pour terminer, à cette idée que la meilleure réponse, à mon avis, c'est le travail de proximité pour réfléchir ensemble. Des choses qui sont faites avec des élèves, même s'ils refont des choses qui ont déjà été faites par d'autres, ils interrogent des témoins, alors qu'il y en a d'autres qui ont parlé, etc. Ça ne fait rien. Il faut faire un travail de proximité, parce que je ne crois pas vraiment, ça c'est un point de réflexion qu'il faut qu'on ait, me semble-t-il, au travail étatique. La reconnaissance, etc., des lois qui répriment la négation, etc. Bon, ce n'est pas des solutions absolues, parce que les gens se considèrent comme brimés voilà, dans ce qu'ils peuvent dire, et tout ça. Bon, ce n'est pas des réponses. Pierre Vidal-Naquet, par exemple, qui pourtant a combattu les assassins de papier, comme il les avait appelés, les négationnistes, eh bien, il avait même été en pointe sur ce combat, eh bien, il disait, bon, y compris sur la loi Guesso, il avait soulevé des trucs, bon, maintenant elle est là, ok. Oui. Comment? Il avait tort. Enfin, on peut justifier la loi Guesso, d'ailleurs, il l'a justifié de manière intelligente, qui, bon, enfin, qu'importe. On va pas rentrer là. C'est un point de... Mais cela dit, moi je défends la loi Guesso. Hein. C'est utile mais pas suffisant. De toute façon, les préventions qu'il pouvait avoir étaient des questions qui étaient légitimes à poser. Et d'ailleurs, il est... Bon, on va pas... on laisse ça. On fera ça dans un colloque. On laisse ça de côté. Mais en tout cas, par rapport... Moi, je pense par exemple au cinquantenaire de la Nuit de Cristal, précisément. Novembre 88. Quel est le pays dont l'État la commémore officiellement? Ben, la DDR. Un an avant la chute du mur. RDA, il voulait dire. La RDA, pardon. La RDA, en français. Donc, et grande commémoration, alors, ça prouve l'efficacité de ce genre d'initiative qui, bon, alors moi je crois plus au travail pédagogique, militant, de proximité des associations pour déraciner ce genre de risque ou essayer de le réduire au maximum, plus qu'aux lois votées par des États, aux cérémonies organisées par des États, etc. Y compris quand c'est les États-Unis, les parents qui doivent transmettre, mais il y a aussi les autres vecteurs de transmission, de la mémoire, les récits, etc., le recueil. Bon, tout ça, ça me semble essentiel et ça me semble, voilà.
voilà. Il faut mettre fin à ces dénis. Et je repense à la toile, à la peinture que Pierre Vidal-Naquet considérait comme emblématique un peu de toute sa vie et de tout son travail. C'est la chute d'Icare, peint par Bruegel. Je ne sais pas si vous avez en tête ce que c'est. C'est un paysage avec toutes des scènes rurales, etc. Et puis dans un petit coin, il y a de l'eau et il y a un pied qui sort. Et il y a quelqu'un qui est en train de se noyer et que personne ne voit. Et dont personne ne voit la mort. Eh bien, ces drames que l'on ne veut pas regarder en face, me semble quelque chose d'important à essayer de penser comme la conjugaison des émotions collectives. Demain, moi, je serai dans cette marche contre l'islamophobie. Bon, voilà, parce que ça existe aussi. Et il ne faut pas que l'horreur des attentats nous occulte le fait qu'il y a des gens qui tirent sur des mosquées ou des autres qui arrachent le voile d'une femme, des choses comme ça. Bon, voilà. Merci. Merci, on remercie, je remercie Gilles Monceron pour son témoignage tout à fait personnel, c'est assez intéressant, des pensées qui le traversent. Pour la troisième fois, l'AFMA s'associe. Attendez. Bon, allez, pardon. Moi, il me gêne pas. Non, mais... C'est nous. Donc, pour la troisième fois, l'AFMA s'associe à l'initiative de l'association Mémorial 98 pour perpétuer la mémoire de la nuit de cristal et rendre hommage aux victimes de ce pogrom organisé par les nazis en 1938. Faut-il rappeler les centaines de morts, les dizaines de milliers de personnes arrêtées, dont certaines déportées dans les camps de concentration et les synagogues brûlées ou détruites. Au-delà du nécessaire devoir de mémoire, cette cérémonie est aussi l'occasion de s'interroger sur le temps présent. Alors tout à l'heure, Albert, dans son introduction, son intervention, faisait le parallèle entre les crimes, les attentats antisémites en Allemagne, les attentats antisémites en Allemagne, et puis ce qui arrive à la sénatrice italienne, et il faisait le lien avec les migrants, le reproche qui leur était fait en les migrants. Alors, moi je voudrais vous faire le parallèle entre l'Odyssée du paquebot Saint-Louis dans l'Atlantique et ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée. Certes, parce que c'est un paquebot qui a emmené des Juifs qui quittaient l'Allemagne, mais je vais y revenir. Certes, nous dira-t-on, les causes de l'exil ne sont pas les mêmes aujourd'hui, encore que. En juin 1939, environ 900 Juifs s'embarquaient sur ce paquebot, le paquebot Saint-Louis, donc, pour fuir le régime nazi, dont certains avaient été arrêtés lors de la nuit de cristal et furent extraits des camps de concentration à la condition expresse de quitter l'Allemagne. Après une traversée de l'Atlantique, il est parti d'Hambourg, le paquebot. Ces migrants, comme on ne les appelait pas encore à l'époque, furent interdits de débarquer successivement à Cuba, aux États-Unis et au Canada, sur la base de campagnes xénophobes et antisémites. Aux États-Unis en particulier, Spécialement pour toi. vraiment, j'en recommence alors. Non, la condition pour que je mette la sono, c'est que tu recommences. D'accord. Attends, je te tiens le truc. Bon, moi je continue pendant ce temps. Oui, Bon. non, attends. Une seconde. Si tu appuies, ça marche. Ah, c'est ça. Vas-y. Parle là-dedans. Ça marche, ouais. Oui. Donc, je disais qu'ils ont été interdits de débarquer successivement à Cuba, aux États-Unis et au Canada sur la base de campagnes xénophobes et antisémites. Oui. Aux États-Unis en particulier, cette campagne fut largement menée par les promoteurs de la discrimination contre les Noirs, notamment dans les États du Sud. Et quand je dis la discrimination, c'était des gens qui soutenaient le Ku Klux Klan, pour dire les choses clairement. Obligés de retraverser l'Atlantique en sens inverse, il fallut une mobilisation internationale pour que les passagers ne soient pas renvoyés en Allemagne. Finalement, ils purent débarquer à Anvers, après que la Belgique, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni aient accepté d'accepter chacun un quota. Voilà. Alors, bon, je ne ferai pas de commentaires plus, mais enfin, le parallèle est assez frappant. On pourrait aussi évoquer ceux qui, aujourd'hui, appellent chez nous à la haine des musulmans, et qui, dans le même temps, nous expliquent que le régime de Vichy en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, a sauvé les Juifs, de nombreux Juifs. Au moment même où, à l'occasion de son décès, on rappelle que Chirac fut celui qui reconnut officiellement
la responsabilité de la France dans la déportation, en particulier des rafles du Veldiv. Alors pour finir, je voudrais dire que l'AFMA se donne entre autres pour objectif de préserver la mémoire des crimes contre l'humanité perpétrés par l'Allemagne nazie et par ceux qui furent ses complices dans les pays qu'elle occupait, de souligner la responsabilité pleine et entière du gouvernement de Vichy dans la déportation et la mort d'une grande partie des Juifs de France, de veiller à ce que la mémoire des victimes soit entretenue et rappelée, afin que de semblables crimes ne puissent se reproduire. Il nous semble que cette cérémonie y contribue, et encore merci à Mémorial 98 de l'organiser. Nadia, si tu veux bien, je te tiens la sono. Pour cette 6e année, quand je me suis réveillée ce matin, je me suis rendu compte que je n'avais ces dernières semaines absolument pas réfléchi à l'antisémitisme. C'est la première année que ça m'arrive, en fait, et bien que ça fasse débat, ces dernières semaines, je n'ai réfléchi qu'à l'islamophobie. Je suis issue de l'immigration musulmane, donc voilà, il y a des moments où malheureusement les identités nous rattrapent. Donc ce matin, je me suis retrouvée à me dire, ah, aujourd'hui, la nuit de cristal, et à penser, comme chaque année, avant tout aux victimes. Et ce à quoi j'ai pensé, c'est ce dont, fort heureusement, à l'heure actuelle, nous ne parlons jamais, c'est-à-dire qui étaient ces victimes, politiquement ou religieusement. Nous n'en savons pour la plupart pas grand-chose. Y avait-il parmi elles des gens qui pensaient que les femmes n'avaient pas à avoir de droits? Y avait-il parmi elles des personnes qui ne partageaient absolument pas nos idées politiques de gauche antifascistes? Y avait-il parmi elles des dignitaires religieux qui auraient choqué nos convictions d'athées? Nous n'y pensons pas. Nous avons bien raison de ne pas y penser. Y a-t-il eu en Europe ou ailleurs des manifestations pour protester contre ce qui venait de se passer en Allemagne? Est-ce que les gens qui sont, les rares personnes qui se sont réunies à ce moment où en Occident, nul n'en avait grand-chose à faire de ce qui pouvait se passer dans des pays où l'extrême droite avait pris le pouvoir, parmi les rares personnes qui en avaient quelque chose à faire, est-ce que toutes pensaient la même chose sur d'autres sujets? Est-ce que même les jours précédents, la nuit de cristal, elles n'avaient pas eu de vifs affrontements sur ces sujets? Nous n'en savons pas grand-chose non plus, les historiens le savent. Nous savons simplement quelque chose que nous avons toujours répété ici. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises victimes du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie. Il n'y a pas de mobilisation antiraciste qui ne se fasse pour l'ensemble des victimes potentielles de tous les racismes. Et c'est aussi cela la leçon de ce qui s'est passé en Europe. Lorsque nous avons choisi la nuit de cristal pour parler d'antisémitisme, nous avons choisi un événement qui se situait avant le génocide. Pour une bonne et simple raison, nous étions confrontés, et nous le sommes toujours, à une vague de relativisme atroce. Et nous le savons, c'est aussi le cas avec l'islamophobie. Nous savons que les comparaisons entre la Shoah et n'importe quoi sont quotidiennes. C'est ce contre quoi nous combattons depuis des années et nous continuerons à le faire. Mais la raison pour laquelle nous avons aussi choisi la nuit de cristal, c'était pour pouvoir dire contre l'antisémitisme et contre l'islamophobie. Ces deux mots étaient présents, liés, en même temps, lors de la première commémoration. Ils le sont aujourd'hui. Nous n'avons pas tort parce qu'il y a un homme, effectivement, il a été fait allusion à lui, qui a pu dire sur une chaîne importante de télévision, il a pu prononcer ces mots, être français, c'est soutenir ceux qui tuent certains juifs. S'il avait dit cette phrase seul, s'il avait fait partie de ceux qui l'a dit seul, je ne sais pas si aujourd'hui il serait encore sur la chaîne de télé où il officie. Mais il avait dit aussi, être français, c'est tuer des musulmans et certains juifs. Voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, parce qu'il ajoute ce mot, la direction de la chaîne de télévision
estime que cela fait partie de la liberté d'expression. Et on ne va pas non plus se leurrer, nous ne sommes pas excessivement nombreux ici. Les gens qui regardent ce fasciste, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sont eux excessivement nombreux. Donc voilà, je pense que c'est à cela que nous devons réfléchir pour les mobilisations qui vont venir. Moi, je suis particulièrement contente de la reconnaissance du génocide arménien du génocide des Arméniens qui a été faite par les États-Unis, et peu importe que ce soit un État qui l'ait fait, et peu m'importe que ce soit les États-Unis de Donald Trump, parce que toute reconnaissance d'un génocide est importante et essentielle. Et la camarade du collectif Van a dit une phrase qui me semble excessivement importante. Elle a dit « Nous sommes les gardiens de nos frères », j'ajouterais musulmans. Merci. Bien. Juste, je voudrais préciser à propos de est-ce que nous savons qui étaient les victimes, et deuxièmement, la circulation de l'information. Nos amis du collectif Van ont cette année pris une initiative éditoriale tout à fait magnifique, pour lesquelles nous les félicitons. Ils ont reproduit en 5 épisodes le document fait par l'association Fonds Mémorial d'Auschwitz, qui décrit précisément la nuit de cristal, ses victimes, enfin des témoignages, et y compris des témoignages d'ailleurs aussi de ceux qui ont réalisé les violences. Hein. On dit que la nuit de cristal a été un pogrom. Un pogrom, ça n'est pas quelque chose de... Là, en l'occurrence, ça n'était pas quelque chose de spontané. Si vous lisez les publications de Mémorial 98, vous verrez comment la nuit de cristal a été organisée de A à Z. On a parlé de la date du 9 novembre. La date du 9 novembre, en Allemagne, n'était pas un hasard. Le 9 novembre, c'était la date anniversaire du putsch raté d'Hitler dans les années 20. Le putsch dit de la brasserie. Et le 9 novembre 1938, tous les nazis étaient réunis pour fêter l'anniversaire de ce putsch, quand ils ont appris la bonne nouvelle pour eux de la mort du conseiller von Rath. Et là, Hitler s'en va de la réunion, ne fait pas le discours prévu, mais immédiatement, les ordres partent dans toutes les directions. Il faut montrer que le peuple, entre guillemets, s'oppose et fait de la violence à l'encontre des Juifs. Il y a une consigne qui est immédiatement donnée, les SA et les SS doivent être au premier rang à une condition, ils ne doivent absolument pas porter leur uniforme. Ils doivent apparaître comme des gens du peuple. Car c'était ça le discours nazi, en tout cas à l'époque, c'est le peuple qui se révolte contre ces juifs, qui organise le boycott, qui nous emmerde, etc., qui sont encore très présents, alors que les lois de Nuremberg de 34-35 les avaient déjà mis à l'écart. Et donc, dans la nuit du 9, puis le lendemain, puis encore le soir, tout est organisé de A à Z par la direction du parti nazi pour qu'il y ait ce pogrom. Et donc, vous pourrez lire sur le site du collectif Van et dans beaucoup d'autres endroits intéressants le récit détaillé de tout cela. Il y a un seul livre en France sur la nuit de cristal qui s'appelle comme ça, La nuit de cristal, qui n'est malheureusement pas réédité, mais que vous trouverez sur toutes ces plateformes diverses et avariées sur lesquelles on trouve des livres d'occasion. Voilà. Hein, vous savez à qui je fais allusion. Et maintenant, en ce qui concerne Zemmour, puisqu'il s'agit de lui, hein, évidemment, pour des tas de raisons, on tourne autour. Il s'agit d'Éric Zemmour, et bien au-delà de lui. Et bien au-delà de lui. Il s'agit de toute l'école zémourienne. Car c'est une école. Venir sur les plateaux et débiter des appels à la violence. Éric Zemmour
lors de la convention de la droite, organisée par le journal dit L'Incorrect, qui est l'organe officieux et à moitié officiel de Marion Maréchal. Évidemment, il n'a dit que des horreurs, mais il a dit surtout le pire de ce qu'il a dit ce jour-là. Non, il y a deux horreurs. Une, ça a été la comparaison entre l'islam et le nazisme, mais en expliquant que l'islam était pire, que le nazisme, certes, était un peu raide parfois, mais rien de comparable à l'islam. Premier point. Bon. Le deuxième point, le plus violent, un appel à la violence, il a dit, est-ce que les jeunes de ce pays vont se laisser mettre en minorité et chasser de leur ville? Ou est-ce qu'ils vont combattre? Combattre, ça a un sens. Combattre, ça veut dire, c'est un appel à la violence. Et Zemmour, qui en effet, non seulement minimise ce qu'a fait Pétain, hein, puisqu'il dit « Pétain a eu raison de tenter de sauver les juifs français en livrant les juifs étrangers », c'est le signe que la préférence nationale est une bonne chose. Et, comme ça vient d'être rappelé, et je le cite en entier, il dit « Quand le maréchal Bugeaud est arrivé en Algérie, il a massacré des musulmans et certains juifs. Eh bien moi, sous-entendu qui suis d'origine juive, je suis du côté, être français, pardon, c'est être du côté du maréchal Bugeaud. » Et ce type, et le tapis rouge, et l'espace qui lui est fourni par des chaînes de télévision, et des gens qui vont débattre avec lui, hélas, bon, c'est un appel à la violence permanente. Et il a créé une école de la Zemmourerie, avec toutes sortes de semi-éditorialistes, de semi... il y en a eu cette semaine, Julie Graziani, oui, du journal L'Incorrect, qui a insulté une femme au SMIC qui avait divorcé. Enfin bref, je vous passe les détails qui sont absolument horribles. Ou Zineb El Razaoui qui dit « Il faut tirer à balles réelles sur les gens dans les quartiers ». Donc c'est toute une école qui est en train de se mettre en place et qui est bien installée dans des médias qui comptent là-dessus pour faire ce qu'on appelle le buzz. Je passe la parole à qui veut la prendre. Bon, je voudrais dire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'évidemment, on a vécu, enfin pour certains d'entre nous, on a vécu l'horreur depuis une quinzaine de jours, et depuis que Macron a fait son interview dans Valeurs Actuelles. Je me demande dans quel pays je suis. Moi, j'ai aussi des origines par rapport, des origines algériennes. J'ai à l'égard de ces origines un détachement relativement important, mais là quand même, je me dis, mais moi qui suis ulcéré, qui était ulcéré par toute cette haine anti-musulmane, avec comment dire, un défouloir médiatique, mais absolument veule et inimaginable il y a même 10 ans, mais je me dis, mais que pensent nos frères et sœurs musulmanes qui sont beaucoup plus attachés que moi à leur communauté et à leur monde. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, alors là, j'ai beaucoup de... Par rapport à ce qu'a dit notre camarade historien Gilles Monceron, bon, j'ai beaucoup de respect pour l'historien qu'il est, notamment par rapport à ses travaux sur la question sur la guerre d'Algérie. Non, mais quand même, sur l'Allemagne, 1938, c'est combien d'années après la prise du pouvoir? C'est 6 ans, 5 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé avant quand même? Alors tu as dit oui, la guerre, la difficulté de la guerre, l'horreur de la guerre. Mais sauf qu'il y a... Hein? Oui, la Première Guerre mondiale, bien sûr, on l'a compris, merci. Oui, mais tu n'es pas sans ignorer, évidemment, tu n'es pas sans savoir qu'il y avait dans ce grand pays industrialisé un fort parti socialiste, un fort parti communiste, hein, qui en 1932 a fait des voix colossales et qui faisait que Hitler était minoritaire par rapport à ça. Et pourtant, Hitler a pris le pouvoir. Hitler a pris le pouvoir et c'est après que ces partis et ces organisations syndicales aient été détruites que la question
raciale a été posée, quand même. Et oui, même si dans les premiers écrits, la question raciale était posée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, ce que tu dis quand tu parles de proximité, de travail de proximité, moi, ça ne me suffit absolument pas. En tant que syndicaliste, j'ai dit que, moi, je suis syndicaliste. Enfin, j'étais syndicaliste, je suis toujours dans une activité syndicale, et moi, mon propos, c'est de comment dire, apprendre à mes collègues, à mes jeunes collègues, qui ne sont pas très formés là-dessus, qui n'ont pas toutes les mêmes connaissances, apprendre ce que c'est que l'antisémitisme, apprendre ce que c'est que d'où vient l'origine de l'antisémitisme, qu'est-ce que le racisme, parce qu'il y a d'autres populations qui sont touchées par le racisme, comment dire, anti-africain subsaharien, hein, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, voilà, moi, le travail de proximité, je ne vois pas bien ce que ça veut dire. Donc, je pense qu'il faudrait... ce qu'on est en train de faire, là. Oui, non, mais moi... Attendez, oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais là, parce comment dire, c'est une journée particulière de commémoration. Mais si on veut, comment dire, aller plus avant dans le débat, je pense qu'il faudrait parler, comment dire, dépasser cette histoire de travail de proximité. Mais par ailleurs, pour demain, évidemment, je pense qu'il faut aller indépendamment. Je pense que sous nos propres bannières et sous nos propres, comment dire, sous nos propres drapeaux, entre guillemets, eh bien, on peut parfaitement participer à cette manifestation sans, bon voilà, quoi, sur des termes. Parce que je vois que Albert en a marre. Non. Non, il en a juste marre de tenir la seconde. Oui, Laura. Non, rapidement. Présente-toi. Voilà, je connais Albert depuis longtemps. Non, mais d'accord, on s'en Ok. fout. Le MRAP, c'est connu, et après, moi j'ai été réalisé les droits de l'homme après le MRAP, de mon frère. Voilà. Donc, simplement, ce que Philippe disait sur le passé, effectivement, de 14-18, quoique le traité de Versailles a quand même laissé sur l'Allemagne quelque chose d'assez profond, à la destruction quand même du mouvement ouvrier physiquement, il ne faut pas l'oublier, après la révolution allemande. Et je pense que ça a compté. Ça a compté, mais surtout la division du mouvement ouvrier. C'est ça le problème. Et ça, c'est quelque chose de tragique. Et là où je ne suis pas très optimiste, c'est que l'unité aujourd'hui, elle n'est pas très, très forte. Les gens sont un peu chacun dans leur coin. Et je suis inquiète dans la période aujourd'hui parce que, je dirais, le mouvement démocratique, le mouvement qui défend les droits démocratiques et le mouvement ouvrier, eh bien, est très divisé et il serait temps qu'on travaille aussi à se mobiliser à cette unité. Ça me semble important. Par ailleurs, moi, je pense qu'il ne faut pas opposer loi Guesso, travail de proximité, etc. Bon, moi, je suis favorable à la loi Guesso, bien que du BRAP, quand il a été dissous sur Montreuil, je sois passé à la Ligue des droits de l'homme. Mais en même temps, bah oui, il avait été dissous, c'est pour ça. Sinon, bon, mais en même temps, je pense qu'il faut combiner toutes les possibilités. L'éducation, le travail de proximité associatif et dans les quartiers, et en même temps se battre pour qu'il y ait des lois et qu'elles soient appliquées, parce que la répression du négationnisme, je pense que c'est quelque chose dont il faut se servir, ainsi que les trucs de diffamation, calomnie, etc., il faut les utiliser pour porter plainte, et donc on va en justice, et je pense que tout ce qui est acquis du point de vue du droit, eh bien c'est positif aussi. Alors ça dépend des rapports de force, le droit est une construction historique. C'est pour ça que je suis pour aller devant les tribunaux quand même et se battre pour la mémoire. C'est important et la mémoire c'est la construction de l'histoire aussi. Et il y a des écoles, on voit bien le négationnisme d'un côté et le fait de gens qui se battent pour la mémoire. Donc il y a tout ce boulot à faire dans les associations, dans les quartiers, à l'école, du point de vue de l'État, se battre pour que l'État reconnaisse les choses et des lois. Voilà, il faut combiner le tout et pas les opposer. Merci. Bonjour, j'ai pris connaissance du rassemblement là tout à l'heure à 15h, donc je me suis dépêché de venir. Donc là, en fait, je suis très content des discours que j'entends des différents participants. Je voulais savoir s'il y avait déjà moyen d'avoir le nom des personnes qui ont parlé aujourd'hui. Est-ce qu'il a envie de les pour aller plus loin, pour contacter, pour essayer de voir les autres textes, voilà.
Deuxièmement, savoir est-ce qu'il y a un rassemblement, est-ce qu'il y a un lieu de rassemblement, une heure pour si on veut se réunir sous une bannière, et s'il y a une bannière unitaire pour les gens qui sont là ici. Pour demain? Oui, pour demain, pour la manifestation. Et troisièmement, je sais que je suis venu ici parce que j'ai vu une information des Juifs et Juifs révolutionnaires dont j'ai connu l'existence il y a 2 jours. et du coup, je voulais savoir s'il y en avait qui étaient ici. Voilà, merci. Ok. Je répète, en ce qui concerne la soirée, enfin, pas la soirée, non, on ne va pas y passer la soirée, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne le déroulement du rassemblement d'aujourd'hui, il est filmé et il sera mis en ligne. Je vous donnerai tous les détails. Et les associations qui ont parlé, c'est Mémorial 98, le collectif, je vous donnerai tous les... Hein? Vous ne les connaissez pas? Je connais les assos. Ah, d'accord. Bon. Et vous ne connaissez pas les noms. Bon, ben, ceux qui veulent donner leur nom donneront leur nom. Mais lui, il peut donner le Ouais, non, mais Oui, je ne pas mon nom. voilà, Philippe Sanek. Non, je ne veux pas donner mon nom. Ah, il ne veut pas Je ne donner sais son pas nom. qui est ce garçon. Non, ben, lui-même, il va donner son nom. Il y a une ville, une capitale, Bruxelles. Il y a une rue, un lieu nommé, une allée, un square, si je ne me trompe pas, au nom d'Herschel Grynszpan. À Paris, il n'y a pas. On pourrait renommer cette portion de rue, C'est vrai. Square Herschel Grynszpan. Ça serait une bonne occasion. Nous allons contacter l'adjointe à la mairie de Paris, Catherine Vieux-Charlier, qui s'occupe de nommer les noms de rue. Voilà, ça serait une bonne chose. Pardon? Vite, elle va bientôt, mais d'accord. Okay. Je vois qu'il y a des gens qui suivent avec enthousiasme la préparation des municipales à Paris. C'est très bien. Voilà. Qui d'autre, avec grand plaisir, voudrait s'exprimer? La parole est libre. Ou est-ce que tout le monde est frigorifié? Ok. Par ailleurs, on organisera des colloques et je voudrais dire très amicalement à Gilles Manceron, dont j'ai apprécié, c'est pas la première fois qu'il est là ici et j'apprécie son engagement à nos côtés, mais en ce qui nous concerne à Mémorial 98, nous sommes pour des lois, des mesures, de la répression. Je donne un exemple précis. Il y a actuellement un scandale énorme. Alain Soral, le symbole et le plus actif personnage de l'antisémitisme français, a été condamné à plusieurs reprises à de la prison ferme. Je n'ai, à mon avis, et je l'ai écrit, il en est à entre 3 ans et demi et 4 ans et demi de prison ferme accumulée pour les différents dossiers pour lesquels il a été condamné. Il y a un des procès dans lesquels il y a eu un mandat de dépôt contre lui. Donc il devrait être en prison. Il n'est pas en prison. Pourquoi? Parce que notamment le procureur de Paris, Rémi Hetz, a dit que ce procès au cours duquel il avait été condamné et avec un mandat de dépôt, ça ne relevait pas de la loi sur la presse, etc. Bref, qu'il ne fallait pas le mettre en prison. Or, que se passe-t-il avec Alain Soral? La presse nous informe, et lui-même, qu'il a commencé à prendre des dispositions pour déménager en Suisse. Il est franco-suisse, et il a acquis un appartement à Lausanne, et les fonds importants qu'il tire de sa propagande haineuse passent maintenant par une association basée à Genève. Et donc, il y a un risque très important que Soral s'évapore et soit en Suisse. Pourquoi est-ce qu'il y a ce risque? Parce que un autre des grands propagandistes de l'antisémitisme, Boris Lelay, qui anime le site qui s'appelle Démocratie participative, quelle ironie, voilà, qui est un des pires anti-noirs, antisémites, et réfugié au Japon depuis des années, soi-disant intouchable. Un troisième,
que nous avions attaqué directement. Vincent Renoir, un négationniste atroce, et lui aussi réfugié à l'étranger. Maintenant, avec Internet et d'autres moyens, comme vous le savez, on peut voilà, intervenir de partout. Donc, nous sommes pour que l'État, enfin l'État, oui, l'État, la justice, pardon, mais la justice, c'est l'État, on espère qu'elle soit indépendante, prenne ses responsabilités, et nous constatons d'ailleurs que la Ligue des droits de l'homme porte plainte contre Zineb El Razaoui. Voilà, chers amis, nous sommes tous frigorifiés, nous allons nous arrêter là. Je répète, ceux qui veulent avoir des contacts, on est à leur disposition, et nous vous remercions tous et toutes de votre présence, même si on n'était pas nombreux, mais nous serons toujours là, le 9 novembre, ici même, devant ce lieu Japi, qui a été un lieu d'internement des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. La police française, les gendarmes français ont arrêté les Juifs dans le 11e arrondissement et les ont amenés au gymnase Japi. Merci à vous tous. Merci à vous tous.